Sur quel ETF S&P 500 investir? Quel est l'ETF S&P 500 le plus approprié pour vous? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'investir sur un ETF S&P 500? On va se poser toutes ces questions dans cette vidéo. Si vous avez décidé d'investir sur les marchés actions aux États-Unis, eh bien vous dirigez naturellement vers l'indice le plus suivi, l'indice le plus célèbre, le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés aux États-Unis. Voilà, j'ai fait la liste des ETF S&P 500 disponibles aux États-Unis et en Europe. On va passer en revue cette liste, on va voir quelles sont les différences. Voilà, cette liste est disponible, je la mettrai à jour régulièrement. Vous trouverez un lien en description si vous voulez y accéder. Alors, première question à se poser, c'est la question de la méthode de réplication. Vous avez les méthodes de réplication physique et les méthodes de réplication synthétique. Dans la méthode de réplication physique, on a totale ou partielle. Qu'est-ce que ça veut dire réplication physique? Ça veut dire que l'ETF achète véritablement les actions des sociétés cotées, Google, Amazon, Tesla, etc. Toutes les sociétés qui sont dans l'indice. Donc, on est réellement propriétaire de ces sociétés. Réplication physique. Voilà, transparence totale. Réplication synthétique, on est propriétaire de rien. L'ETF va acheter la performance de l'indice S&P 500. Il va acheter cette performance à qui? À une banque d'investissement. En fait, ça va se faire sous la forme d'un swap de performance. L'ETF va échanger un panier d'actions contre la performance de l'indice S&P 500. Voilà, donc là, clairement pour moi, préférence considérable pour la réplication physique parce qu'on est réellement propriétaire et on n'a pas de risque de contrepartie comme on peut l'avoir avec la réplication synthétique. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Donc voilà, pour moi, réplication physique. Deuxième question, la question de la performance. Alors la question de la performance, vous avez des frais sur un ETF comme dans n'importe quel fonds, des frais annuels. Ces frais, ils sont situés ici, sur cette colonne, la colonne frais. Ils vont de 0,02%, donc c'est extrêmement faible, okay, à 0,15%. Voilà. Sachant que les ETF aux États-Unis, donc typiquement les plus gros, VOO et IVV, donc IVV de BlackRock et VOO de Vanguard, on est sur du 0,03% de frais de gestion annuelle, donc c'est extrêmement faible. Voilà. Néanmoins, il faut relativiser cette question des frais parce que les ETF synthétiques, bien qu'ils aient parfois des frais beaucoup plus élevés, vous voyez par exemple ici, on a du 0,15% pour l'Amundi PEA S&P 500 ou 0,12% pour BNP Paribas Easy S&P 500. Donc on va se dire, mais c'est des frais qui sont énormes, c'est vrai. Néanmoins, il y a des optimisations fiscales qui sont effectuées dans les ETF synthétiques parce que dans les ETF synthétiques, il peut ne pas y avoir de prélèvement à la source des dividendes, de la taxe sur les dividendes, la withholding tax. Et donc, même s'ils ont des frais annuels qui sont supérieurs, eh bien, de l'un dans l'autre, quand on compare, eh ben, c'est pas si évident que ça. Et voilà, il faut comparer d'année en année. Néanmoins, moi, comme je suis sur de la réplication physique, je ne vais pas aller regarder les ETF en réplication synthétique, même si ils ont cette optimisation fiscale des taxes sur les dividendes, pas de prélèvement à la source. Voilà, on continue. Alors, il faut relativiser ça aussi avec les investisseurs qui veulent mettre des ETF S&P 500 dans leur PEA. Parce que si vous voulez mettre des ETF S&P 500 dans un PEA, plan d'épargne en actions, des actions françaises ou européennes, bah, en théorie, il ne peut pas y avoir d'actions américaines, ni d'ETF américains. C'est pourquoi dans les ETF S&P 500 éligibles au PEA sont tous en réplication synthétique. Donc on les voit ici. Là, j'ai mis une colonne sur PEA, donc c'est l'éligibilité PEA. Donc si on veut vraiment avoir des ETF S&P 500 dans son PEA, on ne peut aller que sur des ETF
à réplication synthétique. Voilà. On continue les critères. Ensuite, il y a un critère de dividende versé ou dividende accumulé, puisque les sociétés qui sont dans l'indice S&P 500, donc Google, Amazon et compagnie, versent des dividendes à l'ETF. Et la question c'est, qu'est-ce que l'ETF va faire avec ces dividendes? Est-ce qu'il va les reverser aux actionnaires de l'ETF, c'est-à-dire vous, ou bien est-ce qu'il va les accumuler, c'est-à-dire les réinvestir? Et là, pareil, c'est une question que vous devez vous poser. Alors parfois, ça a de la pertinence, par exemple, pour ceux qui veulent vivre de leurs revenus passifs. Donc, ils vont avoir tendance à vouloir récupérer les dividendes, ont préféré des dividendes versés. Et ceux qui ne vivent pas avec des revenus passifs ou qui s'en foutent totalement, ou quand ils ont besoin d'argent, ils vont simplement aller revendre quelques actions ETF, bah, ça va moins les concerner. Moi, honnêtement, je m'en fous, c'est pas très important. Donc, la méthode de réplication n'est pas quelque chose, pour moi, de très important. Je vais préférer néanmoins des réplications, des dividendes qui soient accumulés, c'est-à-dire capitalisants. Comme ça, je n'ai pas à me prendre la tête avec la question de la fiscalité des dividendes. Si on regarde maintenant la question de la fiscalité des dividendes, donc ça va concerner uniquement les dividendes, enfin, ça va concerner tous les ETF vont être concernés par la fiscalité des dividendes, mais de différentes manières. Si le dividende est réellement versé, eh bien, on va recevoir le dividende et donc ça va dépendre les taxes vont dépendre de notre résidence fiscale. Voilà. Et là, il y a plein de cas possibles. J'ai fait quelques vidéos dessus par le passé. S'il y a une convention fiscale avec les États-Unis, typiquement par exemple, moi je suis résident fiscal en Thaïlande, il y a une convention fiscale entre les États-Unis et la Thaïlande. Donc quand il y a un dividende qui est versé, il va y avoir un prélèvement à la source seulement de 15%. S'il n'y a pas de convention fiscale avec les États-Unis, le prélèvement à la source va être de 30%. Et s'il y a une convention, même s'il y a une convention fiscale, il va falloir déclarer ses revenus de dividendes dans votre pays de résidence fiscale, par exemple la France qui va vous donner un tax credit, qui va rembourser en fait ce qui a été prélevé par les États-Unis et qui va vous retaxer, par exemple, à la flat tax à 30%. Donc ça va faire du moins 15 et du plus 30. Donc il y a toute une complexité fiscale avec des dividendes qui sont versés. Si on ne veut pas rentrer dans ces considérations complexes, eh bien, on prend des ETF qui sont capitalisants. Mais si on va sur des ETF qui sont capitalisants, on ne peut pas aller sur des ETF qui sont situés, donc dont la juridiction de l'ETF, c'est les États-Unis. Il faut distinguer la juridiction de l'ETF, c'est-à-dire où est-ce que l'entreprise ETF est immatriculée. Si elle est immatriculée aux États-Unis, il n'y a que des ETF distribuant aux États-Unis. Vous voyez, VO, IVV, SPY, etc. sont tous distribuants. Il n'y a pas d'ETF capitalisant qui soit immatriculé aux États-Unis. Donc si on veut des ETF capitalisants, eh bien, il va falloir aller sur l'Europe et aller par exemple sur du CSPX, par exemple, donc capitalisant et situé en Irlande. L'avantage aussi d'un ETF, par exemple du CSPX, donc capitalisant en Europe, c'est que, comme c'est capitalisant, les taxes qui vont être, le prélèvement à la source de taxes va être seulement de 15%, quel que soit le pays de résidence fiscale de l'investisseur. Donc il y a vraiment toute une complexité liée à ça. Voilà. On continue, sans compter d'ailleurs que si vous êtes toujours pour ces histoires de dividendes, de taxes sur les dividendes, et que vous recevez donc dividendes distribués et que vous recevez vos dividendes, il va falloir en plus remplir des documents particuliers au niveau de votre broker, le W8BN, etc., pour ne pas être prélevé à 30% par les États-Unis, etc. Alors que si c'est capitalisant, il n'y a rien à faire. Voilà. Critères éligibilité PEA, on en a parlé. La disponibilité de l'ETF chez votre broker, c'est un point très important parce que tous les brokers ne proposent pas tous les ETF. Typiquement, par exemple, des brokers européens ne vont pas proposer des ETF qui sont sous juridiction américaine. Des brokers qui sont situés aux États-Unis peuvent ne pas proposer des ETF qui sont situés
en juridiction européenne, donc les ETF UCITS. Donc, vaut mieux, honnêtement, avoir des brokers qui sont aux États-Unis et des brokers qui sont dans l'Union européenne pour avoir un mix des deux et pour avoir accès, en fait, à tous les ETF. Si on prend, par exemple, Bourso, il n'y a pas énormément d'ETF S&P 500 qui sont disponibles. Sur toute la liste, là, sur une vingtaine, j'en ai seulement 4 qui sont disponibles et j'en ai seulement un à réplication physique qui est disponible sur Bourso. Tous les autres sont en réplication physique et ont des frais élevés. J'ai fait le test sur Bourso-Bank. C'est pas, voilà, il y a beaucoup d'ETF qui sont manquants. Autre élément de prise de décision pour choisir tel ou tel ETF S&P 500, la liquidité. La liquidité qui va être caractérisée principalement par la taille de l'ETF. Si l'ETF est très gros, il y aura beaucoup d'échanges dessus, beaucoup d'achats-ventes. Et le spread entre le prix de vente et le prix d'achat de l'ETF sera d'autant plus faible. Voilà. Alors, les ETF les plus gros, c'est VOO et IVV aux États-Unis. Et après, je rajouterai une colonne avec la market capitalisation de l'ETF pour indiquer cet élément de liquidité qui n'est pas négligeable puisqu'il va impacter au moment de l'achat et au moment de la vente. La devise de cotation de l'ETF, même si c'est des ETF S&P 500, donc avec que des sociétés à l'intérieur qui sont cotées aux États-Unis en dollars US, on peut avoir des ETF S&P 500 qui vont coter en euros, en francs suisses, en ce que vous voulez. Vous voyez, ici, on a, donc c'est le même ETF, mais décliné en différentes devises de cotation. Alors, la devise de risque reste la même, hein, ça va être le dollar US. Néanmoins, pour des facilités de lecture, et si vous avez tout un portefeuille qui est en euros, ça peut être intéressant d'avoir un ETF S&P 500 qui montre un prix en euros, donc qui montre en fait la performance sous-jacente de toutes les sociétés du S&P 500, mais convertie en euros, donc vous avez les effets de change qui sont inclus dedans, surtout si votre devise principale non risquée c'est l'euro. Ça peut être intéressant de le voir, de le visualiser directement en euros plutôt que de voir une ligne qui vous affiche un PNL qui est exprimé en dollars, et quand vous le reconvertissez en euros, si le dollar a perdu par rapport à l'euro, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez des performances qui sont moindres. Voilà, donc ça c'est la devise de cotation. Dernier point, et pas des moindres, les questions de taxes sur les successions. Ça va concerner, donc là il va y avoir une grosse différence entre les ETF qui sont domiciliés donc sous juridiction américaine. Donc au moment du décès de l'investisseur, par défaut il va y avoir une taxe successorale, l'estate tax aux États-Unis, qui est une sorte de prélèvement à la source successorale aux États-Unis et qui peut être extrêmement importante puisqu'elle va jusqu'à 40% de vos investissements en ETF qui vont être prélevés. Alors, il y a des conventions fiscales entre, par exemple, la France et les États-Unis. Donc, vous allez être prélevé de l'estate tax aux États-Unis, mais vous êtes censé être taxé au niveau successoral en France. Donc, il y a des conventions fiscales. Mais même s'il y a des conventions fiscales, eh bien, il va y avoir des formalités administratives qui vont être coûteuses pour être taxé au bon endroit et pour ne pas être taxé 2 fois sur vos successions. Donc pareil, pour éviter ces taxes successorales, si vous n'avez pas envie de gérer ces problèmes administratifs etc., à ce moment-là, vous allez uniquement sur des ETF qui sont domiciliés en Europe où vous n'aurez pas de prélèvement de taxes successorales. Donc voilà. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions, vous les mettez en dessous de la vidéo, j'essaierai de les traiter. Si vous voulez que j'analyse votre situation en particulier ou vous voulez prendre un coaching avec moi, vous trouverez aussi des liens en description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.